Les équations qu'on voit un peu bizarres, parfois des mathématiciens, et ben ça nous sert réellement dans la vie de tous les jours, contrairement au théorème de Pythagore. Là, on a besoin de ces maths financières pour pouvoir évaluer un bien. Un bien qui vaut 100 millions aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec un bien qui vaut 100 millions dans 10 ans, parce que l'argent n'aura pas la même valeur. C'est en atteignant un super poste, en allant tous les matins au bureau en Porsche, que je me suis aperçu que j'étais juste un pigeon. Je gagnais plus que ce que gagnait le président de la République à l'époque, et pourtant j'ai compris que j'étais le pigeon dans l'histoire. Mais en fait, mon salaire ramené à ce que je rapportais, c'est ridicule. En plus du fait qu'il n'y ait pas de règlement, c'est surtout un marché qui est en expansion un peu naturelle. On est peut-être plus à l'aise aussi sur certains projets, quoi. Et pour la petite histoire, cet appartement appartenait à quelqu'un qui est chroniqueur dans l'émission TPMP. Quelqu'un qui est connu pour avoir des gros problèmes d'argent. Bah, c'est à lui l'appartement. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Limo sans cravate. Et aujourd'hui, on accueille David Combe sur ce podcast. David qu'Alex a rencontré un peu avant moi lors d'un mastermind immobilier, et moi que j'ai découvert pendant un séminaire aussi sur l'investissement IMO. David, on va parler aujourd'hui de vente aux enchères immobilières. Déjà, bonjour. Salut Bonjour, David. salut les gars. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc moi je m'appelle David Combe, j'ai 47 ans, je suis dans l'immobilier depuis 20 ans. Ça fait 20 ans cette année. À peu près, non je dis cette année mais non c'est à peu près 20 ans. J'ai fait de la gestion immobilière et un jour je me suis mis à l'investissement immobilier, d'abord pour le compte de clients et après pour mon compte. Ça fait à peu près 5 ans que je suis à mon compte en tant qu'investisseur immobilier, que j'en vis. Et aujourd'hui, je suis installé en Thaïlande avec toute ma petite famille et on continue ici en Thaïlande à faire des opérations immobilières, puisque cette année, on a acheté un immeuble euh, qu'on a revendu à notre foncière qui se trouve à Singapour. Là, on est dans une villa qu'on est en train de faire en marchand de biens. On rajoute 2 chambres et on la revend. Et en parallèle, on a un petit projet de rachat, enfin, c'est pas un projet, on est dedans, de rachat de 30 villas qu'on rénove, qu'on meuble, qu'on décore et qu'on va revendre d'ici une dizaine de jours. Et on construit 9 villas. Voilà où on en est. Ok, j'allais te demander aussi s'il y avait de la construction slash promotion, mais du coup, tu fais un peu tout, quoi. C'est Mais top. Trop bien. Et aussi, je sais, parce qu'on a pu échanger ensemble depuis quelques années, mais que tu es passé par un peu tous les métiers de l'immobilier. C'est ça, absolument. Moi, j'ai commencé ma carrière comme. Moi, j'ai pas fait comme beaucoup d'investisseurs qui ont commencé comme en découvrant des vidéos sur YouTube et puis en investissant eux-mêmes. Moi, c'était mon métier à la base. C'est-à-dire que j'ai fait une licence, j'ai fait une double licence, droit et gestion immobilier, et j'ai commencé comme syndic de copro. Et D'accord. rapidement, je suis allé en Suisse. Et en Suisse, effectivement, j'ai gravi tous les échelons. On appelle la rat race. J'ai connu ça échelon par échelon. D'abord gérant technique, après gérant d'immeuble, responsable de gérance, et j'ai fini comme associé dans la gérance. Ok, ouais, donc tu as toujours eu un pied dans l'immobilier. Absolument, ouais. J'ai Depuis commencé toujours, vraiment en depuis tes immobilier, études. moi, et je suis toujours dedans. Par contre, j'ai commencé comme salarié, et maintenant, je travaille pour moi. Enfin, pour mes sociétés. Aujourd'hui, Ouais, j'ai pas de bêtises, je suis actionnaire, propriétaire ou actionnaire dans 5 sociétés. Donc en D'accord. France, en Suisse et en Thaïlande. Ouais, wow. ok. Ouais, effectivement, quand je t'avais Et dans découvert, les c'était... sociétés, je compte pas les SCI. Ouais, Oui, des tu vraies comptes des structures. sociétés commerciales. Ouais. Oui, commerciales. Et oui, bah justement, tu disais que tu as des sociétés en Suisse. Moi, quand je t'ai découvert, c'était à Genève. Et il me semble qu'en fait, c'est là où tu as fait la majorité de ta carrière, si je dis pas de bêtises. Absolument. J'étais frontalier, donc ça veut dire que tous les matins, je partais de France où j'habitais et j'allais travailler en Suisse. Et là, j'ai fait 5-6 régies, comme on appelle ça, des agences immobilières en Suisse. Beaucoup dans la gestion. Et à la fin de ma carrière de salarié, je travaillais dans l'investissement et notamment en travaillant dans mon meilleur poste pour des milliardaires, directement pour eux. J'étais le responsable de l'immobilier pour des milliardaires. Et mon but, c'était de m'amuser avec leur patrimoine, à savoir le mettre en valeur, racheter d'autres biens, les revendre. Donc c'est là que j'ai vraiment appris le métier d'investisseur. Donc moi, je suis arrivé dans le métier d'investisseur par la voie professionnelle, parce que j'ai fait un master en immobilier en Suisse, dans lequel j'ai appris la promotion, dans lequel j'ai appris l'expertise, etc. Et à partir de là, je l'ai fait de manière professionnelle pour des clients
notamment très fortunés. Ce qui était bien, c'est qu'ils avaient une banque qui leur appartenait. Et du Ah coup, au ouais, niveau des D'accord, ok, ouais, financements, il n'y ça avait pas de change pas problème. mal de choses. Ouais. ouais, c'est clair, il se finançait tout seul, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai tout fait à l'envers. Quand j'allais les voir avec un dossier, on me disait toujours non quand il était trop petit, mais jamais quand il était trop gros. Ouais, Donc j'ai ouais, tout je fait à vois. l'envers. C'est-à-dire que j'ai commencé par des gros projets, de plus en plus gros, et ensuite j'étais investisseur pour moi, et je recommence finalement. J'ai commencé par un studio, et après je suis vite passé aux immeubles de rapport. Après, le sujet dont on va parler aujourd'hui sans doute, et Ouais. je l'espère, ce Complètement. sont les enchères, donc j'en ai fait pas mal. Jusqu'à continuer, en vivre, etc. Et tout ça pour dire que je reviens progressivement au gros projet. Mon ambition en Thaïlande, c'est de faire ce que j'ai fait en Suisse, à savoir acheter des gros projets. Quand je dis gros projets, c'est des immeubles qui peuvent valoir 80 ou 100 millions de dollars, par exemple. Ça, j'aimerais bien D'accord. y revenir. Et on reprend l'autoroute, on va dire, pour y arriver. C'est-à-dire refaire le même genre de projet, parce que c'est une structure et une méthode d'investissement qui est très différente de ce qu'on voit Oui, du sur les particulier, réseaux. entre Ça n'a rien guillemets. à voir. Ça n'a Oui, rien à oui. voir. Ouais, ouais. On utilise d'autres méthodes. On utilise notamment des méthodes d'évaluation, comme la méthode DCF, qui n'est pas utilisée quand on va acheter un appartement Oui, ou un clairement. immeuble. Donc c'est beaucoup plus professionnel, c'est beaucoup plus poussé dans le détail, et on fait plus la distinction quand on est vraiment sur des gros projets entre la location et l'achat-revente. Parce que c'est lié les deux. Il n'y a pas de distinction. Pourquoi? Parce que un immeuble de rapport, sa valeur dépend de combien il rapporte. Donc si on augmente l'état locatif, on augmente la valeur de l'immeuble. Donc il n'y a plus de différence, il n'y a plus cette dichotomie, achat-revente ou locatif, c'est la même chose. Au niveau de mon parcours, donc j'ai fait en tout, j'ai fait 5 diplômes du supérieur, 2 licences, un brevet fédéral. T'as fait euh, tout ça dans la même, dans la continuité ou t'as repris Non, après non, les du tout, non, études, non, t'as du tout. Ouais, ouais. travaillé? Non, j'ai commencé en France, ma carrière, hein, et Ouais. c'est en Suisse, je me suis aperçu que j'avais pas assez de compétences pour faire ce que je faisais. Ok. Donc j'ai fait un master pour me spécialiser, ouais, pour vraiment Ok. être bon, parce que je touchais vraiment du doigt au niveau de l'investissement, ce qui se faisait de plus pointu, et j'avais besoin notamment de mathématiques financières. C'est là que j'ai pu apprendre, notamment, de voir les équations qu'on voit un peu bizarres parfois, des mathématiciens, et ben ça nous sert réellement dans la vie de tous les jours, contrairement au théorème de Pythagore dans la vie de tous les jours. Là, on a besoin de ces maths financières pour pouvoir calculer finement, par exemple, évaluer un bien. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on utilise la méthode DCF, on va évaluer combien l'argent d'aujourd'hui ne vaut pas l'argent de demain. Donc on en tient compte. On tient compte de l'inflation, on tient compte du fait que l'argent, eh bien, aujourd'hui, il a plus de valeur que demain. Donc du coup, on en tient compte pour évaluer. Parce qu'un bien qui vaut 100 millions aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec un bien qui vaut 100 millions dans 10 ans. Parce que l'argent n'aura pas la même valeur. Ah ouais, tu vois, ça, Carrément. c'est vraiment des données et qu'en tant qu'investisseur particulier, on prend pas du tout en compte, hein. Mais non, Absolument. mais surtout que faire un DCF, quand tu es particulier et que tu pas dans le métier, enfin, je pense qu'il y a aussi beaucoup de simplification qui a été mis dans le truc en Bien mode. sûr, bien sûr, bien sûr. C'est Alors, forcément, de c'est toute plus façon, simple ouais, de calculer un rendement. Tu fais loyer sur prix d'acquisition et tu es content, quoi. exactement. DCF. Ce qui fait que moi, en fait, pour mon patrimoine personnel, j'ai encore pas mal d'immeubles et d'appartements en France. J'ai toujours tendance un petit peu à utiliser un peu la voie professionnelle, donc elle est un petit peu plus dans le détail que les gens. Hmm. Par exemple, en calculant les CAPEX. Les CAPEX, c'est quoi? C'est, pour le commun des mortels, ça parle pas, mais c'est tous les gros travaux qui vont avoir lieu entre aujourd'hui et enfin dans les 10 prochaines années. Et les Ouais. gens ne se rendent pas compte que de changer une toiture dans 8 ans, ça va impacter leur rentabilité complète sur le projet. Et ça, c'est quand on a abordé justement l'investissement un peu professionnel, on en tient compte, forcément. Mais c'est vrai, quand on est particulier, on ne se dit pas, tiens, je vais refaire les fenêtres dans 6 ans, Oui, non, calcule mais ma renta carrément. aujourd'hui, mais pas dans 6 ans. Ouais, c'est vrai. Du coup, les masters spécialisés que tu as fait pour poursuivre tes études et avoir des compétences supérieures pour travailler en Suisse, tu les as fait, enfin le master, tu l'as fait en Suisse ou Ouais. en France? Non, en Suisse, en Suisse. Ok, Ah ouais. J'ai fait d'accord. également un brevet fédéral de gérant d'immeuble en Suisse et j'ai fait un master en immobilier, ce qui m'a Ok, permis d'avoir des bonnes compétences en Suisse. En fait, bon, mais top. avant, j'étais ce salarié modèle qui disait je vais être une pointure, donc je vais avoir toutes les connaissances, donc je fais tous les diplômes nécessaires, et ce Ouais, qui m'a permis d'avoir des très bons postes, bien sûr.
Mais c'est en atteignant un super poste, en allant tous les matins au bureau en Porsche décapotable, que je me suis aperçu que j'étais juste un pigeon. Ça paraît bête, hein, mais je gagnais plus que ce que gagnait le président de la République à l'époque, et pourtant j'ai compris que j'étais le pigeon dans l'histoire. Ça paraît bête, hein, mais en fait mon salaire ramené à ce que je rapportais, c'était ridicule. C'était vraiment Ouais, des Hmm. cacahuètes par rapport à ce que je je pouvais faire vois. gagner. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai compris l'investissement, notamment humain, investir dans des ressources humaines ou investir dans du capital, à travers mon expérience de l'investissement pour des gens très très riches. Là, j'ai Et compris que eh ben, si j'étais malin, je ferais comme eux. C'est-à-dire que j'emploierais des gens très compétents, Ouais, je trouverais de l'argent et ça me permettrait de faire de très belles choses. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait en réalité. En France, on est un peu limité en réalité à cause des taxes, à cause des règlements, à cause de beaucoup de choses. Et la liberté qu'on n'a pas en France, moi, je la trouve ici en Thaïlande. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avancer sur des beaux projets. Et en réalité, ces beaux projets aujourd'hui, on est à peu près sur un peu moins d'une cinquantaine de villas ou d'appartements. Cette année, hein, c'est la première année d'exploitation. Mais déjà, pas mal. je pense que c'est que l'échauffement. Je pense que Ouais. vraiment ici, le terrain de jeu est tellement grand, il y a tellement de possibilités, il y a pas de restriction, il n'y a pas de cadenas à l'entrepreneuriat, à l'immobilier, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour le commun des mortels, c'est beaucoup, hein, faire 50 lots la première année ici en Thaïlande, dans un ah pays oui, qu'on ne connaît pas. clairement. Nous, on se dit c'est pas mal, c'est bien, bravo, chouette. Alors on se dit pas on aurait pu faire mieux, non, vraiment, là, je pense qu'on... Mais, C'est pas mal. Pour un démarrage, ouais, 50 lots, pour une première année, ouais, c'est Ouais, bien. Mais je pense que les prochaines années vont être explosives parce ce qu'on fait là, on va tâcher de pas faire x2 l'année prochaine, mais on met en place des choses pour pouvoir ramener plus d'argent dans la balance et après plus d'investisseurs et donc ça veut dire faire plus de projets, donc aller sur des plus gros projets. Les fameux projets dont je vous Ah, parlais, que j'aimais bien. yes. Par exemple, ça peut être à Bangkok, dans la banlieue de Bangkok, un immeuble qui a 80 lots, un truc comme ça. Moi, ça me plairait bien, ce genre de ok, projet, donc partir sur du bon plus gros, projet. quoi. Parce que c'est pareil en réalité, si on réfléchit bien. Là, on a fait un immeuble de 6 lots, qu'on a complètement rénové, mais qu'on fasse 6 lots ou 60 lots, la démarche est la même, hein. Il y a juste un zéro de plus. Oui. Carrément. Mais de Non, c'est vrai, toute c'est la même façon, chose. je pense que l'investissement en Thaïlande, c'est un sujet hyper intéressant aussi. D'ailleurs, ouais, on aimerait bien te réinviter une prochaine fois pour Avec en faire un plaisir. épisode dédié parce que je pense qu'il y a, Ouais, il y a assez à dire sur le sujet pour en faire un épisode dédié. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, surtout, j'ai l'impression que c'est un marché, comme tu disais, en plus du fait qu'il n'y ait pas de règlement, enfin, en tout cas, moins, bah, c'est surtout un marché qui est en expansion un peu naturelle Mm. parce que les populations et l'état des infrastructures n'est pas du tout le même que dans notre vieille Europe, entre guillemets. Donc je pense que le fait aussi que juste le marché avance enfin, tout seul, entre guillemets, enfin, grossisse de manière bien plus importante qu'en France, ça laisse aussi peut-être des perspectives qui sont enfin, on est peut-être plus à l'aise aussi sur certains projets, quoi. Bien sûr. Puis en réalité, c'est nous le fait de venir d'Europe. Je vous explique. C'est comme si vous étiez un sportif, vous vous entraînez toute l'année avec 2 kilos à chaque cheville, 2 kilos à chaque poignet, un plastron de 15 kilos, et tout d'un coup, vous vous retrouvez dans une compétition, vous pouvez poser tout ça. C'est la réglementation et le carcan français. ouais. Et vous vous retrouvez en enlevant tout ça avec avec un avantage compétitif qui est énorme ici en Thaïlande. Euh, bon, on avait dit qu'on ne parlerait pas beaucoup de Thaïlande, on en parle un petit peu, Ouais, mais je termine là-dessus. Euh, En France, on est tellement obligé de prendre des biens qui sont déjà construits pour pouvoir les modifier, gagner de l'argent avec. Ici, c'est pas du tout la même mentalité. Ici, la mentalité immobilier, c'est on trouve un terrain, on le construit. Bien sûr. On a fait l'immobilier. Mais nous qui arrivons en disant bah, on va transformer les biens, voire on va les rénover, ici, c'est incroyable. Ils n'en reviennent pas. Alors que nous, c'est Ah ouais. naturel. Nous, c'est naturel. Ouais, bah, en fait, c'est un peu comme si tu étais en avance de phase. Parce qu'il y a dû avoir la même époque en France où, à un moment, c'était plutôt grosse promotion, on construit partout, on fait des gros blocs. Et maintenant, où ça a évolué bah, il faut rénover, il faut réhabiliter, il faut C'est ça. rediviser les espaces. Et en fait, vous arrivez ouais, en Thaïlande avec cette démarche où ça se fait peut-être pas encore, effectivement, ou Exactement. pas C'est-à-dire trop, quoi. de gérer les choses d'une manière beaucoup plus fine.
Il faut imaginer, par exemple, la conquête de l'Ouest aux États-Unis, les gens arrivent, ils arrivent dans l'Ouest, il n'y a que des terrains. On construit les terrains. Mais 100 ans plus tard ou 200 ans plus tard, waouh, on a des buildings, il faut les Ouais. réhabiliter, il faut enlever l'amiante, il faut faire des choses. Donc c'est pas du tout le même travail. Bah, c'est ce qui se passe, comme vous dites, c'est exactement ça. On est en avance de phase. C'est-à-dire Et qu'aujourd'hui, nous, quand on leur dit, là, vous 30 villas, on va tout acheter. On va diviser les terrains, on va les rénover, on va même changer le mode d'exploitation. Oh, ils ont l'impression qu'on est la NASA. Alors qu'en France, c'est hyper naturel. Ici, ils ont Ouais, l'impression qu'on est ouais. la NASA. Faire des trucs Ok. aussi compliqués, ce petit millefeuille, pour nous, c'est ouais. hyper simple. Parce on se dit, mais alors il va falloir demander des trucs d'urbanisme, rien de tout ça. Il va falloir demander des trucs, rien de tout ça. Il va y avoir le retard des entreprises, rien de tout ça. Ici, le problème, c'est qu'ils arrivent toujours trop en avance à chaque fois. Donc, vous voyez, on a d'autres problèmes qui sont beaucoup plus simples. Oui, et du coup, justement, avant d'arriver à l'investissement en Thaïlande et de vivre en Thaïlande, quel a été ton parcours d'investisseur? Alors, j'ai commencé par faire du locatif, d'abord studio et après immeuble de rapport très rapidement. Et rapidement, j'ai été confronté, comme beaucoup d'investisseurs en France, à une espèce de plafond de verre, où Ouais, la banque dit, vous avez beau avoir des super revenus, désolé, capacité d'emprunt, etc., vous pouvez pas aller outre. Enfin, voilà, je suis arrivé à une barrière. Donc là, naturellement, je suis passé à l'achat-revente, où j'ai compris qu'il fallait que j'arbitre des biens. Et en faisant ça, j'ai compris sur le tas que, waouh, c'est bien en fait de faire de l'achat-revente. Ça me permet de gagner en 6 mois ce que j'aurais gagné en 10 ou 15 ans avec le locatif. ouais, Oh, là, il y a un truc, là, il y a un truc. Et en parallèle, une personne avec qui je travaillais m'a dit, va voir les enchères. Va faire les enchères, je te le jure. Puis moi, j'avais un a priori. Comme beaucoup de gens, les enchères, ouais, mais c'est ceci, les enchères, c'est cela. Et cette personne a insisté. Et je le remercie. Elle a bien fait d'insister. Donc après, j'ai passé une année à étudier le système de l'intérieur. J'allais tous les mois, parce que c'était une fois par mois, une fois au tribunal. Je discutais avec les marchands de biens, j'essayais de comprendre, je faisais mes recherches, je faisais mon travail d'investisseur, hein, vraiment. Je regardais la loi, je regardais la théorie, je regardais la pratique, je regardais les chiffres, à combien sont parties les choses, je me faisais mes petites statistiques, et à force de faire vraiment faire un travail de fond, quasiment scientifique, j'ai compris quelle est la méthode, je l'ai testée dans le vide, et quand j'ai vu qu'elle fonctionnait, j'ai pris un avocat, j'ai testé, et ça marchait. Et après, j'ai continué, j'ai racheté plusieurs fois aux enchères, donc ce qui fait qu'aujourd'hui en France, avec la législation telle qu'elle existe, etc., les impôts qui existent, c'est pour moi, à l'heure actuelle, l'une des meilleures méthodes pour s'enrichir rapidement, parce qu'au moment où on achète aux enchères, on sait qu'on a fait une bonne affaire. Si on n'a pas fait une bonne affaire, on n'achète pas. Si on a bien fait son travail, bien sûr. ouais. Ok. Et, et- Ouais, vas-y, vas-y. non, j'allais dire, du coup, toi, le travail que tu as effectué pendant un an, tu es allé dans les tribunaux et c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est Absolument. pas obligé d'acheter pour justement participer à une Non, vente aux enchères en tant que spectateur, quoi. tout à fait. La seule exception, c'était pendant le Covid, où là, il fallait avoir un pouvoir à donner avec son avocat. C'est Ouais. l'exception Covid, on va dire, mais hors Ouais, ouais. Covid, oui, c'est une audience publique, hein, comme les gens qui sont condamnés pénalement pour des choses, c'est une audience avec un juge, avec des avocats, c'est une audience. Simplement, Ouais. l'objet, c'est pas de mettre quelqu'un en prison, c'est un objet Oui. plutôt civil où on dit, ok, il y a des gens qui sont fait saisir leurs biens, ou alors pour lesquels on a demandé une licitation. Je vous fais un petit point sur la licitation ou pas? Oui. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Tu peux expliquer Rapidement. ce que c'est pour les auditeurs, ce sera Alors, parfait. les gens connaissent peut-être un site internet qui s'appelle Licitor, qui est vraiment un Oui. site de référence Carrément. sur lequel on trouve. Et Licitor, ça vient de licitation. La licitation, c'est quoi? C'est le cas typique. Le cas typique, c'est des parents qui décèdent les uns après les autres. Les parents héritent, donc ils se retrouvent en indivision sur un bien immobilier. Et l'un veut sortir de l'indivision. Donc soit ils se mettent d'accord, ils vendent le bien et ils récupèrent la part. S'ils ne se mettent pas d'accord, celui qui veut sortir de l'indivision, on peut aller voir un juge en disant je veux récupérer ma part, les gens ne sont pas d'accord, hop, c'est part aux enchères. Donc on peut soit être saisi parce qu'on n'a pas payé, par exemple la banque, ou alors qu'on n'a pas payé ses charges de copro, ou alors que entre indivisaires on n'est pas d'accord, ça part au tribunal, et forcément c'est pas l'avantage en général des indivisaires. C'est pour ça que ça c'est un petit peu pour faire peur aux indivisaires. Soit vous vous mettez d'accord, soit ça part aux enchères et ça partira moins cher que le prix du marché. C'est un peu Oui, voilà. parce qu'il faut savoir que nul n'est censé rester en indivision. Donc, donc voilà, c'est pour ça qu'il peut y avoir ce genre de situation. Absolument. La Du coup, licitation.
du coup, licitation, c'est quand le bien part aux enchères parce que désaccord Alors des ouais, indivisionnaires. exactement. Désaccord qui Ok. n'a pas été résolu à l'amiable. Donc si c'est Ouais, pas été Ouais. résolu à l'amiable, c'est la procédure judiciaire qui fait qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord pour que, effectivement, comme tu le dis, une personne puisse sortir de l'indivision. ok. Mais donc effectivement, c'est pas que finalement les gens qui ne paient pas, quoi. Et en proportion, tu as une idée de ce que c'est à peu près Oui, 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 c'est une en large, grande fourche, quoi. très très large majorité de gens qui n'ont pas D'accord. payé la banque ou alors le syndicat de copropriété. Ouais, Et c'est d'accord. souvent, on va dire à 90%, un de ces deux cas. Très très souvent. D'accord. Et ces biens, on les retrouve sur Licitor ou non, c'est uniquement les, euh, les biens qui Non, ont tous, reçu. tous, Ouais, on les tous. trouve sur les Ok. Licitor. Certains biens passent pas sur les Licitor. On les trouve directement au tribunal, sur le tableau d'affichage. Ouais. Mais la plupart sont sur les Licitor. Ok. Avant de voir un peu justement la pratique de effectivement où est-ce qu'on trouve les infos, est-ce que tu peux dans un premier temps peut-être nous décrire comment ça se passe une opération d'enchère ouais, voilà, c'est quoi un peu les étapes à suivre, Mhm. les prix auxquels s'attendre et tout ça. Alors, première étape, c'est justement de trouver des biens qui sont mis aux enchères. D'accord? Le mieux, c'est d'aller voir les tribunaux autour de chez soi. Les TJ, il y en a en général autour de chez soi. D'accord? Il y en a plusieurs. Suivant où on habite, il y en a plusieurs. Et trouver un TJ où il y a quand même pas mal d'annonces. Je vous donne, pour la région Haute-Savoie que je connais, au tribunal de Thonon-les-Bains ou Bonneville, il y a des biens régulièrement. À Annecy, il y en a très peu, c'est très rare. D'accord. Donc autant aller dans un tribunal où il y a pas mal de biens, et ensuite repérer les biens qui nous correspondent. Alors c'est quoi un bien qui nous correspond? C'est les biens qu'on peut se payer, déjà. Si vous voyez des biens qui sont à 3 millions, pas forcément, je parle de la valeur des biens, hein. Regardez la valeur des biens. Si c'est des biens qui sont trop chers pour vous, ça ne sert à rien d'y aller. À C'est moins pas la d'avoir mise à des... prix en fait. C'est la valeur Ouais. des biens, pas la mise à prix. Non, pas la mise à prix. Alors, Ok. il y a une mise à prix. L'a priori qu'on a, il y a beaucoup d'a priori quand on arrive aux enchères. On Oui. pense que la mise à prix, et c'est un calcul savant ou mathématique vis-à-vis du prix de vente ou je ne sais quoi. Aucun rapport. Aucun rapport. C'est souvent lié à la dette en fait, des gens. Et c'est le juge qui décide avec les avocats quelle mise à prix mettre. Mais il n'y a pas de calcul savant. Il n'y a pas, on ne peut pas connaître le prix final ou la valeur du bien par rapport à la mise à prix. Qu'il n'y a pas de règle quoi par rapport à Non. ça. Il arrive que dans la même copro, le même mois, parce que même cause égale même conséquence, il y a des gens qui n'arrivent plus à payer. C'est le cas par mon région frontalière, des gens qui avaient pris des biens en devise en Suisse, quand la devise a changé, quand elle est montée, eh bien les gens se retrouvaient à plus pouvoir payer leurs biens immobiliers. D'accord. Donc il arrive que dans la même copro, il y ait plusieurs biens qui soient quand même saisis. Le même bien, sur le même palier, la même grandeur, il y en a un qui est mis à prix 20 000 et l'autre 200 000. Tout à fait possible. Ah ouais, la différence est énorme. Ah ouais, ouais. Et donc, en fait, il y a beaucoup de contre-intuition aux enchères. Souvent, en tant que particulier, on a un raisonnement. Et dites-vous qu'aux enchères, en tant que professionnel, donc ça veut dire quelqu'un qui va être efficace et qui va acheter régulièrement, c'est souvent le contraire. Je vous donne un exemple. Quand on est particulier, on se dit la mise à prix est basse, c'est super, c'est génial, c'est abordable pour moi. Quand on est un pro, on se dit plus la mise à prix est élevée, et mieux c'est. Ouais, parce que Pourquoi? Parce que ça a filtré les gens en fait, je suppose. ça va enlever les particuliers. Donc il y a beaucoup de contre-intuitifs quand on veut être efficace aux enchères. C'est-à-dire que tous les raisonnements des gens qui ne sont pas forcément des pros, eh bien, en allant à l'encontre de ça, il va rester que les professionnels, et donc ça va être plus facile pour acheter. Ok. Et donc pour en revenir à ce que tu disais sur qu'est-ce qu'il faut faire finalement, donc déjà trouver un tribunal à côté de chez soi, si possible où il y a pas mal de biens mis en Ouais, vente. Ensuite, bah, forcément se positionner sur des biens qu'on peut se payer. c'est mieux. Et après, est-ce que tu as d'autres Ah, règles comme ça, oui, oui, entre bien sûr, il y guillemets a plein de règles. En réalité, il y a vraiment tout un processus très très complet. J'ai envie de dire que c'est tout sauf du hasard. Enfin, quand on veut faire les choses bien, c'est tout sauf du hasard. Alors bien sûr, il y a des gens qui y vont, ils font une visite d'un bien, ils lèvent le pouce et ils se disent, OK, je vais mettre tant au maximum. Ça, c'est la méthode
tonton Jackie, c'est super. Mais nous, on va parler de manière professionnelle. Il faut aller dans le détail. Que ce soit sélectionner un bien, visiter, mettre un prix maximum. Ouais. Il doit être toujours fixé selon la même méthode et à 1 000 € près. Donc c'est vraiment très précis. C'est pas du hasard. C'est tout sauf du hasard. Et beaucoup de gens pensent que c'est de la chance, les enchères. Pour moi, c'est comme le poker. Certains pensent que le poker, c'est de la chance, et d'autres pensent que ce sont des statistiques. Bien sûr, les joueurs professionnels utilisent les statistiques pour gagner au poker. Et bien de la même manière, aux enchères, si on est un petit peu pas calé en maths, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études, hein, mais d'avoir compris que statistiquement, dans certains cas on va gagner, d'autres non, en appliquant certaines méthodes, eh bien on va pouvoir remporter les enchères. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus il va y avoir de la complication dans le bien, moins il y aura des gens. Donc plus on a de chances de l'avoir. Plus le prix va être élevé, moins il y aura de gens. Plus on a de chances de l'avoir. Plus on va aller sur des biens qui sont pas la cible habituelle des autres marchands de biens, et plus on a de chances de l'avoir. Donc c'est en faisant comme ça, en augmentant à chaque fois ses chances dans chaque domaine, qu'on arrive à trouver un petit peu sa niche. Moi, par exemple, ma niche, pendant longtemps, c'était les biens entre 200 000 et 400 000 € en valeur, okay, avec un petit peu de problème. Ça veut dire pas complètement à rénover, pas sans problème, parce que j'aime bien qu'il y ait un petit peu de problème, comme ça, moi, je peux me positionner dessus. Et cette cible-là, que ce soit appartement ou villa, ça m'a permis d'acheter pas mal de biens. Rien qu'en restant C'est-à-dire sur cette cible-là. les problèmes qu'il peut y avoir dans les appartements où tu t'es positionné dessus. Alors C'est moi, le quel type de genre de problème que je problème, ouais. cherchais, c'était par exemple travaux à terminer ou rénovation à faire, second œuvre hein, uniquement, ou alors des problèmes parfois juridiques. Ça peut être par exemple le locataire qui ne paye pas. Ça, c'est un problème. C'est pas un problème physique, mais c'est un problème juridique. Oui. Et, les gens se sont fait saisir leur bien immobilier parce qu'ils ne pouvaient pas rembourser la banque. Pourquoi? Parce que leur locataire, dans leur appartement, ne payait plus le loyer. Et ça arrive. Ouais. Donc c'est D'accord. injuste, mais les gens se font saisir. Et quand on sait comment résoudre les problèmes, quand c'est les travaux, bah, c'est physique, on sait le faire. Encore une fois, c'est quand les travaux, on arrive à les résoudre. Parfois, les travaux, les problèmes sont tellement importants. Par Oui. exemple, je sais pas, le toit qui s'en va, des fissures tellement grandes en diagonale qui fait que la toiture, elle s'en va. Moi, je vais pas me positionner, par exemple. Ou Oui. par exemple, Ouais. les maisons à finir. Les gens qui ont bricolé un bout de maison eux-mêmes et qui se font saisir et qu'il faut terminer. Moi, j'y allais pas. Pour moi, il y a trop de problèmes. Ouais, après, les Trop de... questions d'assurance et tout, c'est C'est ça. complexe, hein. Ça peut C'est ça. être dangereux, ouais. Ok. Et concrètement, du coup, ça se passe comment une enchère? C'est-à-dire, je me pointe au tribunal, je peux y aller comme ça. euh, Alors, je... ouais. Ouais. Alors, on parlait d'étapes. Donc, on a dit qu'on cherche Yes. donc, des biens qui nous correspondent. On va visiter les biens. Une fois qu'on a visité, on calcule eh bien, les travaux qu'il y a à faire, éventuellement, ou l'argent qu'il y aura à mettre. Par exemple, si c'est un locataire qui ne paye pas, prévoir un montant peut-être de négociation pour pouvoir résoudre le problème. D'accord? Donc ça veut dire faire son petit calcul. Et le calcul, on le fait toujours à l'envers. C'est-à-dire qu'on part du prix de vente futur, une fois rénové, et on descend à l'envers. C'est-à-dire qu'on dit, je vais pouvoir vendre ce bien 100, alors on va dire par exemple 100 000 €. Ouais. Sur ces 100 000 €, je vais avoir 20 000 € eh bien, de rénovation. Ah, je tombe à 80 000. Je vais avoir, en plus de ça, il y a un locataire qui ne paye pas, donc je vais le payer 10 000. Hop, je tombe à 70 000. Je vais avoir des frais d'enchère, donc toc, je m'étends. Et donc ça va me donner mon montant maximum. Ah, bien sûr, je rajoute ma marge. Je rajoute ma marge. Ouais. Je dis que je veux faire une marge de temps. En général, on va viser au moins 20% de marge. Donc une fois que j'ai mon prix de vente et que j'ai enlevé tout ça, j'ai mon prix maximum. Et si on fait bien le travail, le prix, il est précis à 1 000 € près. Moi, il m'est arrivé de remporter l'enchère au montant exact que j'avais défini dans mon tableau. Parce que Wow. le tableau, c'est le tableau Excel. Mais pour ça, il faut vraiment avoir une connaissance parfaite du marché et du secteur dans lequel on souhaite Absolument. investir. Absolument. Ah, C'est c'est un primordial. boulot professionnel, exactement. Comme dans tous Ouais. les métiers, par exemple, les footballeurs professionnels, Ronaldo, il n'y a pas de domaine qu'ils ne connaissent pas. Sur lui, terrain penalty, il l'a fait 100 millions de fois, il connaît par cœur. De la même manière, aux enchères, il faut bien connaître le marché, il faut bien connaître les travaux, il faut bien savoir quelles sont les marges de négociation, il faut bien avoir compris comment on calcule Ouais. les frais.
Il y a différents types de frais aux enchères. Il faut savoir également à combien, finalement, et ça je vous donne un truc là-dessus, c'est à combien vont monter en pourcentage les autres marchands de biens. Si moi je sais que mon concurrent principal marchand de biens, il se fait toujours 25% de marge, il suffit que moi je sois à 23% de marge pour remporter. Si on fait le même Ouais. calcul. D'accord. Ouais, si Donc, vous Il faites faut arriver à le calcul, déterminer le effectivement. même prix de vente. Exactement. Quand je vous disais que je faisais mes statistiques, c'était lui un tel a acheté tant, je vois que ça vaut tant, il a dû appliquer tant de marge. Et je vois sur les trucs suivants, il est monté jusqu'à tant. Donc j'ai raison. Ouais. Vraiment, j'essaie de faire un travail comme ça, quasi scientifique, Ouais. Tu pour vraiment repérais les comprendre noms le des système de l'intérieur. sociétés, des marchands pour Exactement. vraiment analyser les concurrents et après le marché. Exactement. Et c'est comme ça que j'ai compris que aller sur le studio sur lequel tout le monde va, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais. Voilà, Ouais, parfois exception, hein. Ouais, Mais ouais, tout le ouais. monde se jette sur le petit studio avec une mise à prix à 5000. Pas le bon plan parce que tout le justement, monde se jette dessus. justement, je me posais la question à peu près en volume. Je me rends pas bien compte. Est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose qui est très suivi? Est-ce que justement, comme tu disais à l'instant, il y a des types de biens où il y a tellement de monde en fait que ça sert à rien. Enfin, tu vois, j'arrive pas à me représenter les volumes comme ça genre sur une annonce classique, comme il y a des gens qui vont se positionner, tu vois. Ah oui, alors je peux vous dire, alors je parle, il y a deux populations au tribunal. Il y a les professionnels, les marchands de biens, et les particuliers. Les particuliers, à 80%, ils vont se positionner sur les biens les moins chers. Très souvent. Très très souvent. Donc on sait que ça sert à rien, moi en général, j'éliminais souvent les moins chers. Que j'essaie de trouver toujours le bien sur lequel tout le monde veut aller. En Oui. général, c'est un bien avec peu de problèmes. En général, c'est un bien avec une mise à prix très basse. Et là, je sais que tout le monde va jeter dessus. En se disant, ça y est, je vais faire l'affaire du siècle. La mise à prix est à 10 000, je vais l'acheter 20 000. Alors qu'il en vaut 300. Mais ça marche pas comme Oui. ça. Et finalement, il part plus cher que le prix réel du marché, parfois. Exactement, exactement. Si c'est professionnel, on va se dire, ça va être. Si c'est le prix de vente 300 000, ça va être 300 000, moins la marge, moins les frais, moins les travaux. Ok. Mais si c'est des particuliers, il y en a, parce qu'ils ont une méconnaissance notamment du système de frais liés aux enchères, qui peut être avec des frais plus importants, c'est pas 8% comme les frais de notaire, hein. C'est en proportion, il y a différents frais. Et si on ne sait pas comment les calculer, on peut se retrouver au final à payer plus cher que si on avait trouvé une annonce au hasard sur le bon coin. Donc pareil, ça c'est un élément important. Les débutants, très souvent, qui ont une démarche un peu de allez, j'achète aux enchères et à la fin de l'année je roule en lambeaux, ces gens-là, en général, soit ils n'achètent pas, en grande majorité étant mieux pour eux, et ceux qui achètent, ils s'emballent un peu. En général, c'est les mêmes qu'on va sortir du tribunal en disant ah, j'ai gagné, mais qui ne reviennent pas parce qu'ils se rendent compte après qu'ils ont payé trop cher. Ok. Ouais, et On les il y a voit qu'une fois en une. général. Moi, je suis allé à des audiences pendant quelques mois juste pour observer, justement, suite Ça, c'est bien. à tes conseils. Et j'ai vu, il y avait des marchands de biens qui, quand il y avait des mises à prix un peu trop basses, qui faisaient directement des mises à prix. Par exemple, comme tu dis, il y a une mise à prix à 10 000 euros sur un appartement qui en vaut 300 000. Eh bien, ils vont directement, première mise à prix, 180 000 euros. C'est ça. Parce qu'il y a aussi un effet psychologique. Parce que pour les professionnels, les particuliers, c'est la plaie. Parce que vu qu'ils ne savent pas trop un peu où ils naviguent, ils ont tendance à s'emballer, ils achètent trop cher, ils ne respectent pas les marges. Du coup, c'est un peu la plaie. Donc, du coup, il y a on va dire, une des compétences du marchand de biens aux enchères qui est de faire partir les particuliers. Moi, je l'ai compris quand j'étais particulier et que je voyais les marchands de biens qui me racontaient n'importe quoi. Et là, j'ai Ouais. compris qu'il y avait quelque chose. Parce que quand je faisais une visite, il suffisait qu'il n'y ait pas l'électricité, puis les mecs, ils appuyaient sur la télécommande pour lever les stores, puis ils disaient ah bah tu vois, ça marche pas. Ça marche pas le truc. Alors tous les gens à côté, ils disaient ah ouais, t'as vu, ça marche pas. Il n'y a pas d'électricité là. Ou alors ils enlevaient le capot de la chaudière. Alors, je sais pas si vous connaissez derrière un capot de chaudière à gaz, mais c'est Si, si, ouais. impressionnant, hein. On dirait un moteur de fusée, Ouais, hein. ouais. Donc ils enlevaient le capot, puis ils disaient oh regarde, elle est cassée. La chaudière, elle est cassée. Et il y en a pour 30 000. Oui, parce que il faut savoir que quand on visite du coup des biens immobiliers qui vont être après aux enchères, hein, tout simplement,
c'est des visites groupées, c'est des créneaux bien Ouais, spécifiques c'est ça. où Ouais, c'est bien de derrière, préciser. toutes les personnes qui souhaitent se positionner ou non peuvent visiter le bien. Les marchands de biens, sans se concerter, pendant ces visites-là, vont intoxiquer les particuliers. Ils vont raconter n'importe quoi. Alors bien sûr, ça fait rire les marchands de biens. Et quand on voit ça, parce que c'est un cirque, c'est un peu une comédie, la commedia dell'arte, hein. Et les gens qui sont novices, bah, c'est ceux qui sont impressionnés. Waouh, parce que forcément, sans se concerter, hein, j'ai bien, hein. C'est pas entre marchands de biens, on se voit au café avant, hein. Mais non, on arrive sur place, on voit comme ça le capot qui a été enlevé par un marchand de biens, qui dit oh la chaudière elle est foutue, alors qu'elle marche très bien la chaudière. Et les gens derrière, on les voit, ils regardent, ils écoutent. Il y a parfois même des dialogues entre marchands de biens, des dialogues fictifs. Ils disent ouais t'es pas au courant, il y a un mec qui s'est pendu dans l'appart, ça craint. Des choses un peu, voilà, tout ce qui va pouvoir faire fuir le particulier. Ouais, en Moi, je fait, me rappelle une fois, et ça amuse beaucoup, hein. J'étais dans une file, une grande file, il y avait au moins, sans mentir, au moins 80 personnes qui attendaient. Parce que c'était vraiment le truc Waouh. typique. Un grand appartement, état nickel, mise à prix très très basse, au moins 80 personnes. Moi, je m'en fichais, parce que c'était un truc qui valait au moins 300 000. Tout le monde pensait pouvoir l'acheter pour 50 000, alors que moi, j'étais prêt à aller jusqu'à 250 000, donc j'avais pas peur. Mais dans la file d'attente, c'était un réel plaisir que d'entendre les gens parler et de participer aux conversations, de raconter deux, trois conneries, puis de voir les gens partir. Ça fait partie du métier de marchand de biens, je pense. ouais, en fait, c'est comme tu Et dis, c'est un ils se plaisir. concertent pas avant, Ah mais oui, moi, c'est c'est un un peu plaisir. limite un. Il y a énormément d'influence en fait, Ouais, c'est limite. psychologique Mais quoi. c'est limite un, je veux dire, Absolument, un, un truc bien de sûr. Et l'industrie, on quoi. Genre, comprend que ça fait tout partie le du monde fait jeu. ça et. Ouais, ouais, carrément. Exactement, il n'y a pas une question de morale ou pas morale. Le marchand de biens, il veut éliminer le particulier pour qu'il n'y ait plus que des marchands de biens, à la limite. Parce que les marchands de biens, même s'ils ne se mettent pas d'accord entre eux, chacun sait un petit peu les marges des autres et sur quel bien ils se positionnent. Donc naturellement, on arrive à trouver le bien. Parce que même si tel marchand de biens achète toujours le même type de bien, il n'aura pas l'argent pour toujours acheter à chaque fois. Donc à un moment donné, il n'a plus d'argent, il est obligé de revendre les autres, et ça permet Oui. d'acheter entre deux. Donc ça se fait naturellement, il n'y a pas de guerre entre. Enfin, moi, j'ai pas vu de guerre entre marchands de biens. Par contre, il y a beaucoup d'intox. Énormément. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, que vous soyez particulier ou professionnel, dès que vous passez, vous rentrez dans le tribunal, tout ce que vous allez entendre, une chance sur deux que ce soit une connerie. Alors attention, si vous êtes particulier, Ouais, à ce point-là. attention. Parce que c'est un florilège, hein, c'est magnifique, hein. Moi, je m'amusais à faire ça avec mon avocat, hein. Ouais, franchement, Je m'étais avec des c'est gens qui arrivaient, moi, enfin, c'est magnifique. pour avoir participé à des audiences, c'est vrai que les premières fois, c'est un spectacle, quoi, hein. On arrive dans la salle d'audience, l'audience commence, et là, par contre, ça part, quoi. Même les avocats entre eux, hein, ça se Ah, voit, même ils se connaissent avant, hein, j'ai envie tous, de mais dire que ils en jouent. bien sûr, bien sûr. Et même avant, le spectacle il commence avant, hein, dans ce qu'on appelle la salle des pas perdus. Donc en général, c'est devant les salles d'audience. C'est là que commence le spectacle. Pour qui est initié, on le voit tout de suite. On voit les marchands de biens qui discutent entre eux, qui racontent des conneries. On voit les gens qui écoutent derrière, pensant prendre des informations. En fait, ils sont intoxiqués. On voit tout ce balai, même parfois. Il m'est arrivé de m'asseoir avec mon avocat à côté de gens qu'on ne connaissait pas, mais on voyait qu'ils avaient un peu d'argent, ils étaient bien habillés, etc. Et on parlait entre nous. Mais on voit bien les gens qui nous écoutaient. Et on racontait tellement de conneries que les gens, limite, on voit qu'ils ont même plus envie d'y aller après. Ils ont même plus envie de rentrer dans la salle. Et c'est magnifique. Magnifique. Mais voilà, tout ça pour vous Et dire que ça fait justement, partie un petit peu du cérémonial. yes, je voulais savoir comment ça se passe au niveau du financement pour acquérir les biens. Est-ce qu'il faut Ouais. avoir un financement prévalidé? Est-ce qu'on peut faire un prêt à la banque? Est-ce qu'il faut acheter cash? Voilà, toutes ces étapes. Alors, la règle aux enchères, c'est qu'une fois que vous êtes adjudicataire, donc vous avez remporté l'enchère, ça veut dire qu'il y a un jugement émis par le président de l'audience qui dit que vous êtes adjudicataire. Ça veut dire quoi, adjudicataire? Ça veut dire que vous êtes propriétaire à partir du jour où le jugement est rendu, ok? Enfin non, pardon, le jour de l'adjudication, hein, le jour des enchères, sous condition que vous payez le prix. Et vous avez 2 mois pour payer le prix. Ça veut dire que quoi que vous fassiez, vous avez 60 jours pour payer le montant. Alors c'est un piège, il faut faire attention. Parce que si vous dépassez, on peut dépasser un petit peu en réalité. Mais si vous dépassez trop,
Eh bien, après, on va parler un petit peu des conditions pour enchérir, mais la mise Ouais. que vous avez mis au départ, les 10% qu'on vous demande de la mise à prix, parce qu'on vous demande pour les enchères d'apporter un chèque de banque de 10% du montant de la mise à prix. Eh bien, vous risquez de le perdre, ce chèque. Donc, il faut faire attention, vous devez payer dans les 2 mois. Donc, qu'est-ce que ça implique? Soit que vous ayez déjà l'argent, soit que vous soyez sûr que votre banque vous soutient. Et on peut faire passer des biens aux enchères à la banque. Moi, j'ai déjà fait. Hein. À l'époque, moi, je me garantissais en ayant l'argent. J'avais très peur de ce délai-là. Depuis, j'ai appris qu'on pouvait le dépasser un petit peu, pas trop, hein, mais un petit peu. Mais à l'époque, j'avais très très peur de ce délai-là. Du coup, j'avais l'argent, mais j'ai fait comme ça financer plusieurs biens par une banque. Et sans apport, Ouais, je suppose à qu'en l'époque. fait, tu as eu entre guillemets, une prévalidation de ta banque qui t'a dit on vous suit sur un projet à peu près de C'est ce ça. montant-là. Bon, C'est tu ça. as aussi quand même tout le background derrière. Hein. C'était pas ta première opération, donc ça, je pense que ça rassure aussi les banques à ce niveau-là. Et du coup, sur ces deux mois-là, finalement, vu que c'était déjà prévalidé, ils ont pu te faire un prêt assez rapidement, quoi. Oui, mais alors c'était pas aussi abouti que ça. Hein. Je vais pas la jouer maintenant, j'étais un mec omniscient et c'était nickel, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Non, 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 la première fois que mon premier bien que j'ai acheté aux enchères, je pensais que j'allais devoir le payer cash. Je suis allé quand même voir la banque avec mon petit dossier. J'étais pas sûr qu'elle me suive. D'accord? J'étais pas aussi à l'aise que je suis maintenant. Et la banque, elle m'a dit, bah ouais, pourquoi pas. On connaît pas, mais pourquoi pas, allez-y, faites voir votre truc. Ouais, bah allez, go. Et à l'époque, je me rappelle, premier bien, hein, je l'ai fait financer par la banque, sans apport, 2 ans de différé. Waouh, magnifique, magnifique. Ça veut dire qu'en pratique, Ouais, des conditions royales. je l'ai revendu, j'ai pas encore commencé à rembourser le prêt. Ok, ouais. Ça, c'était l'exception, hein, Ouais, mais sur c'était les, sur les magnifique. 2 ans de C'était différé. magnifique. C'était royal. Et du Non, coup, c'était top. pour en parler, quels sont un peu mais voilà, comment on enchérit, par quel biais? Est-ce que on n'en a pas trop parlé, il me semble, mais il me semble qu'il faut être représenté par un avocat. Quel type d'avocat enfin on peut prendre? Est-ce que c'est un avocat en droit des sociétés, en immobilier, en droit civil? Euh, Ouais. donc voilà. Alors, la règle, c'est que les avocats peuvent plaider dans toutes les juridictions. Sauf, bien sûr, on est en France, pour les enchères. Pour les enchères, c'est un avocat du tribunal judiciaire, donc qui est rattaché, qui peut enchérir. En général, c'est un avocat qui a l'habitude des affaires immobilières. Ok? Et comment on les D'accord. repère, ces avocats? C'est en allant aux audiences, tout simplement. En allant aux audiences, on se rend compte que c'est toujours les mêmes avocats. Donc si vous cherchez un avocat, regardez celui qui remporte le plus d'enchères et les lois. Et vous lui dites, j'aimerais que vous soyez mon avocat. C'est la méthode la plus simple. Et donc c'est cet avocat ensuite qui va vous représenter à l'audience. Donc vous n'avez pas le droit de lever la main directement. C'est l'avocat qui va. Donc comment ça se passe à l'audience? Le juge dit, donc c'est l'avocat, pardon, l'avocat qui a saisi le bien, donc l'avocat qui représente la banque, par exemple, qui dit, voilà, on met en vente tel bien. Le juge dit, ok, c'est bon, on va partir telle mise à prix, et on va faire des enchères, par exemple, de 1000 euros en 1000 euros. Et c'est parti. Et là, il y a un compteur à chaque fois, et les gens ont 1 minute 30 pour mettre un prix plus haut. Et tant que la minute 30 n'est pas écoulée, et ben ça repère. C'est-à-dire que en général, on dit un prix, je dis pourquoi mise à prix 5000, hop, un avocat lève la main, dit 6000, et on recommence les 1 minute 30. Tant que quelqu'un n'a pas levé la main, on recommence, on recommence. Et arrivé un moment, on arrive au prix plancher, au prix limite. C'est-à-dire que moi je suis prêt à aller jusqu'à 214 000. Eh bien, il n'y a personne d'autre qui va dire 215 000. Et la minute 30 s'écoule jusqu'à zéro, et là je sais que je deviens adjudicataire. Ok, très clair. Trop bien. Et est-ce que l'avocat, par exemple, qui te représente, peut représenter une autre personne aussi durant l'audience? Absolument. Pas pour le même bien, mais il peut représenter. Alors, mettons que sur une audience, il y a 6 biens. Eh bien, votre avocat, il peut vous représenter sur un bien, ou deux, par exemple sur 2 biens, représenter une autre personne sur 2 autres biens, et encore une autre sur un ou 2 biens. C'est tout à fait possible. Par contre, D'accord. sur le même bien, il ne peut pas avoir deux clients. Ouais, donc en amont de rentrer, enfin
de passer aux enchères, il faut savoir sur quel bien on souhaite se positionner. On ne peut pas forcément se positionner sur tous les biens s'il y a si l'avocat a d'autres clients, entre guillemets. C'est ça. Alors, en général, en tant que pro, on se positionne rarement sur tous. Justement, on évite déjà les biens pour les Ouais, touristes, le fameux bien avec une petite mise à prix, oui, le petit studio qui est en état nickel. très On évite accessible. les trucs qui sont trop chers, qu'on ne peut pas se payer. Donc c'est rare qu'on aille sur tous les biens. En général, ils ne sont pas tous intéressants. Et après, plus on a une relation, on va dire, de travail avec l'avocat, et plus il va accepter qu'on aille sur plus de biens, en fait. Au début, il ne nous connaît pas, donc il ne sait pas Oui, si on sera encore là dans 2 mois plus tard. Donc il est plutôt méfiant au début. Et c'est une fois qu'on a acheté comme ça 2, 3, 4 biens, qu'il se dit, ok, lui il est sérieux, il est réglo, il paye, c'est bon, on va pouvoir le mettre un petit peu dans nos petits papiers, et après lui donner parfois des bonnes infos, en avant-première. ouais, ok. Et justement, l'avocat, si on va sur la vente aux enchères, on enchérit, mais on remporte pas de biens. C'est-à-dire que tous les biens sont partis plus haut que notre limite. On doit quand même payer l'avocat. Enfin, il y a des frais inhérents à ce Ouais, déplacement ou non? alors moi j'allais dire qu'on peut carrément faire un point sur tous les frais, parce que tu parlais qu'il y avait plusieurs frais aux enchères, donc Ouais. si tu les as en tête, que ce soit avocat comme disait Mhm. Alex, ou même les autres frais que ça engendre, Bien qu'on sûr. À puisse... peu près, hein, parce que je sais que ça Ouais, ouais, varie. bien sûr, bien sûr. Non mais En déjà, fait, ouais, il y au a moins quatre comment types de ça frais. fonctionne, quoi. Bien sûr. En fait, il y a 4 types de frais. Les premiers frais, c'est les frais d'avocat. Effectivement, l'avocat, en général, moi, je payais 180 euros par audience, mais ça, c'est variable, hein, ça dépend de ce que vous avez avec votre avocat, etc. C'est à vous de devoir de négocier avec lui. Et puis que vous payez un montant plus élevé si vous remportez l'enchère, par exemple. Ok. Il y a les frais inhérents à tout ce qui va être frais de justice. Donc ça, c'est un montant qui est fixe, qui vous est donné en général en début d'audience, quand on l'annonce. Il y a des frais, il y a des droits d'enregistrement. Ok. C'est un peu différent des frais de notaire, mais sachez qu'ils vont être différents que vous soyez marchand de biens ou pas. Ok. Et puis il y a les frais qui vont être les émoluments qui vont être dus aux avocats. Ça, c'est un barème qui est donné chaque année, je crois qu'il est réévalué. Et puis en disant, ben, sur telle tranche, par exemple de 0 à 30 000, c'est tant, c'est comme les impôts un peu, hein, c'est un peu le même système. Donc il y a 4 types de frais, il faut savoir les calculer. On les trouve, hein, alors le type des frais des avocats, bah, c'est à voir directement avec l'avocat. Les frais de justice, on les a directement en demandant soit en amont eh bien, à l'avocat qui saisit le bien. Tout ce qui va être émolument aux avocats qui vont se partager, ça c'est un barème qu'on trouve sur Google. Et enfin, le droit d'enregistrement, bah pareil, on trouve sur Google. Donc on arrive à trouver l'information soi-même. C'est mieux de se faire un peu guider, mais on peut trouver l'information. Et il faut savoir les calculer. Ouais, et Savoir les comme tu calculer. disais, du coup, il y a des différences entre particuliers et marchands de biens. Vous n'avez pas les mêmes frais, forcément, vu qu'il y a une activité C'est qui est ça. professionnelle. Et, alors voilà, même si on comprend que c'est variable et que ça dépend des projets, toi, sur une opération classique, ça va représenter combien à peu près en pourcent peut-être du prix total, quoi? Ouais. Alors moi, sur les petits biens pas chers, parce qu'il faut savoir que moins le bien est cher et plus en proportion, eh bien, il y a de frais, d'accord, notamment à cause des Ouais. frais fixes. Forcément. Sur un petit bien, moi j'ai eu des frais à 18%, d'accord, Ok. 18%, hein. Et puis sur des gros biens, j'ai eu des frais qui sont tombés à 6, 7, 8, ouais, on va dire 8%, un truc comme ça. En gros, ça va être D'accord. pour le particulier entre 10 et 20%. Ok. Ok, D'accord. bon, Donc, très clair. plus cher un peu que des frais de notaire C'est ça. Et classiques, c'est là quoi. où les gens se font avoir. C'est là où les gens se font Ouais. avoir, c'est qu'ils n'imaginent pas, ils pensent qu'une fois qu'ils auront remporté l'enchère, c'est bon, ils payent ce montant-là et c'est OK. Non, non. C'est ce montant-là plus les frais dont on vient de parler. Donc si on ne les calcule pas en amont et qu'on n'en tient pas compte dans notre prix maximum, on se fait avoir. C'est comme ça qu'il y a des particuliers qui payent trop cher régulièrement. Mais exactement, surtout en tant que professionnel, si on veut réaliser une opération d'achat-revente derrière, c'est très important de calculer en amont ces frais-là pour C'est ça. réaliser le bilan financier et fixer notre prix plafond, quoi, jusqu'où on peut enchérir. Exactement. Donc imaginez que vous ayez prévu 20% de marge et que vous ayez oublié 20% de frais et vous n'avez plus de marge.
Ouais, c'est ça. Avant de finir cet épisode, je voulais rapidement qu'on décortique, enfin que tu nous dises rapidement sur une opération chiffrée à peu près que tu as pu réaliser si c'est possible. Oui, bien sûr. Alors, je vais faire plutôt sur les dernières opérations, même si je ne me rappelle pas. Par exemple, la toute dernière opération que j'ai faite, une opération que j'aime bien. Pourquoi? Parce que j'ai rien fait sur ce bien-là. Je l'ai juste acheté, je l'ai fait ouvrir par un serrurier et je l'ai revendu. Les Et la meilleures petite histoire, opérations. c'est que ça, c'est bien, hein, c'est quand même vachement bien. Hmm. Et là, et pour tout vous dire, j'étais tellement à l'aise que je l'ai même pas visité ce bien. Je l'ai même pas visité ce bien. Parce que c'était un immeuble qui avait moins de 10 ans. Je voyais qu'il était en excellent état. Euh, j'ai des renseignements qui me faisaient dire que j'avais pas trop de soucis à faire. Vous voyez, c'est pas comme quand on a un immeuble qui est des années 60, on ne sait pas dans quel état il va être, rénové ou pas. Là, on savait qu'il serait à peu près en bon état. Et pour la petite histoire, cet appartement appartenait à quelqu'un qui est chroniqueur dans l'émission TPMP. Quelqu'un qui est Moi, connu pour avoir des gros ouais. problèmes d'argent. Ben, c'est à lui l'appartement. C'est à lui l'appartement. D'accord. Et On du va pas coup, pendant citer de l'audience, nom, mais voilà. exactement, pendant l'audience, alors que l'avocat levait la main, hein, mon avocat m'a dit hey, t'es bientôt célèbre. Comment ça, je suis bientôt célèbre? T'es bientôt dans TPMP. Il m'a fait voir le nom, parce qu'il faut savoir que sur les papiers, le nom était caviardé, mais lui, il avait le véritable nom. Il m'a dit hey, bientôt célèbre. Donc on a pris une espèce de mini fou rire pendant qu'on est en train de gagner. Hein. Je veux dire, on savait qu'il n'y avait plus personne. Il nous restait que 2 personnes, mais on savait la personne qui était en face, donc on savait qu'on allait gagner. Et on rigolait. Et du coup, on est reparti. On était assis devant, hein. On est reparti en rigolant. On l'a remporté tranquille. Ça faisait au moins plus de 10 biens qu'on avait fait ensemble. À l'aise. Et puis vu qu'on avait gardé l'habitude Covid, non pas de se serrer la main, mais de se checker. Donc, ce qui fait que les gens, dernier bien que j'ai gagné, remporté comme ça, on rigolait. J'ai remporté, on est parti en rigolant. J'ai checké mon avocat et je suis parti. Et de l'extérieur, ils ont dû se dire, mais c'est quoi ces magouilles? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le Clairement. truc? Et même le juge, qui connaissait bien l'avocat en question, lui disait, il lui faisait signe comme ça, du genre, ouais, dans l'audience quand même, tranquille. Pas Ouais. doucement, quoi. Ouais. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire. Et cet appartement, c'était super. Je l'ai fait ouvrir, photographie, Le Bon Coin. Au revoir, monsieur. Super. Et là-dessus, j'ai gagné donc un bien que j'ai dû acheter, si je dis pas de bêtises, 240 000 euros. Et Ok. j'ai fait 40 000 euros de marge. Pas de bêtises. Non. Non, j'ai dû faire 45 000 euros de marge. Ah, j'en veux plus. Ok. Un truc comme ça. Bon, sans s'être déplacé sur le bien, juste en Juste s'étant l'audience. déplacé à l'audience, c'est pas Exactement. mal. Exactement. Et puis il faut savoir C'est pas mal. qu'avec mon épouse, vu qu'on allait régulièrement, hein, tous les mois aux enchères, il faut savoir que les enchères, on vise plusieurs biens, mais on ne sait jamais si on va remporter l'enchère Et et oui. sur quel bien on va remporter l'enchère. Donc en général, j'ai passé, enfin, quand je revenais du tribunal et quand je remportais une enchère, quand je faisais bien mon travail en général, une audience sur 3, parce que c'était quand même assez précis, assez ciblé, bah, je disais à mon épouse, aujourd'hui on a acheté un appartement. Ah bon, ok, il est où? Ah ok, super. Allez, viens, on va manger un bout. Voilà comment ça se passe. Pas au début, hein. Au début on est stressé, hein. Faut pas se le Oui. cacher, hein. La première fois qu'on a l'enchère, il faut savoir qu'il y a un délai Alors quand on est adjudicataire, pendant 10 jours, les gens peuvent dire, moi je suis prêt à mettre 10% de plus pour acheter le bien. Ok? Ouais, donc Donc c'est là, pas fini, en fait, quand on est adjudicateur. Exactement. Donc là, on serre les fesses en général. Parce que si Ça quelqu'un t'est est déjà prêt à arrivé? À moi, non, non, moi, ça m'est pas arrivé. Et justement, un truc que je peux vous donner, c'est ne le faites pas. Sinon, les marchands de biens vont vous cibler et après, ils vont tous le faire sur vos biens. Donc, si on est correct avec les gens, ils sont corrects avec nous. Donc, moi, on Ouais. ne l'a jamais fait. Mais au début, on serre les fesses, hein, parce qu'on se dit, waouh, je viens de la remporter, je vais gagner 30 000 euros. On ne respire plus pendant 10 jours, hein. Ouais. Et quand enfin on passe le délai, on se dit, waouh, super. Parce qu'en fait, on sait qu'on a gagné de l'argent. Même si on ne l'a pas encore revendu, on sait combien il vaut le bien. On sait combien on l'a acheté, on sait quel argent on va mettre. Donc on sait qu'on a gagné 30 000. Même si c'est pas encore sur notre compte, on sait qu'on a gagné cet argent et c'est super. Un peu Oui, stressant au c'est début, clair, c'est mais après on s'y fait. plus dur. C'est le plus dur, quoi. Une fois que tu sais que tu l'as eu au prix que tu voulais, bon, après,
Et le reste, Non, mais c'est comme exactement, c'est comme pour tout. C'est comme quand on apprend à conduire, on est stressé au début. Au bout de Oui. quelques années, on fait plus attention. Mais là, c'est pareil. Au début, on se dit, waouh, c'est important. Après, on relativise. On relativise. Yes. En tout cas, merci beaucoup, David, pour tous ces conseils et ton retour d'expérience sur les Ouais. acquisitions aux enchères. Avec J'ai grand une plaisir. dernière question Vas-y, Thibaut, avant que je tu t'en prie. clôtures. Ouais, c'était du coup par rapport aux annonces. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure au début de l'épisode. Du coup, il y a deux façons, c'est ça, de voir les annonces. Il y a soit sur un site qui s'appelle Licitor, du coup, que je suppose qui est géré par les tribunaux, quoi, Non, probablement. c'est privé. C'est un site Ah, privé. c'est privé? Ah ouais, ok. Donc, qui répertorie la majorité, tu nous disais, des annonces d'enchères. Et sinon, c'est directement dans les tribunaux, c'est ça que tu peux voir C'est ça. les biens? Exactement. En fait, tous les tribunaux ont l'obligation d'afficher les biens qui vont être mis aux enchères. Donc, il y a certains biens qui ne sont pas mis sur les sites d'annonces, d'accord, en ligne, etc. Donc, ça vaut le coup d'aller voir régulièrement au tribunal le panneau d'affichage sur lequel il y a les annonces, parce que de temps en temps, il y a des pépites, donc des biens qui n'apparaissent pas sur les réseaux, enfin sur Internet, et ce qui permet, le jour de l'audience, d'avoir beaucoup moins de concurrence, parce que les gens savent pas hein, qu'il y a un bien qui est à vendre. Et moi, ça m'est arrivé une fois, hein, comme ça, où... Alors, c'était pas parce qu'il était pas sur le tableau, mais où il y a eu une espèce de... Alors, c'était pas, non, c'était pas une désertion d'enchères, j'allais dire ça, mais simplement que il y a eu un moment donné, j'étais sur un bien sur lequel il y avait personne. Personne n'a enchéri, personne ne levait la main. Et moi, j'ai sauté sur mon avocat, alors que c'était pas prévu, hein, j'allais sur ce bien. Hein. Mais je pense que tout le monde a raisonné comme moi en se disant, bon, ce bien-là, pas intéressant. Mais vu que tout le monde s'est dit ça, personne n'y est allé. Donc moi, j'ai Ouais. sauté sur mon avocat. Je lui dis, on y va. Il me dit, comment ça, on y va? On n'a pas de pouvoir, on n'a rien. Je dis, si, moi j'ai des pouvoirs en blanc. Vas-y, remplis, on y va. Et le chrono avait commencé. Hein. Et il restait genre 1 minute. Je dis, allez, on y va, on s'en fout. Il me dit, ouais, mais t'as un chèque, t'as tout, t'as ce qu'il faut, un chèque de banque. Ouais, j'ai un chèque de truc, j'ai le pouvoir en blanc, on peut le faire. Et genre, il restait 20 secondes, il a levé la main, c'était bon, on pouvait y aller. Et je Ah, l'ai eu. purée. Je l'ai eu. Et il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Waouh. Il y Ah avait Ouais, ouais. donc faut savoir être réactif, quoi. Non, alors, C'est ça normalement, le ça se fait truc. jamais comme ça, hein. Ça n'arrive pas, ça. Hein. Ce que Ouais, je vous ouais, explique je là, me c'est doute que c'est l'exception très de rare. l'exception. Hein. Personne saute sur un avocat pour lui dire vas-y, prends mon pouvoir. Mais là, il s'est trouvé que j'avais le chèque d'un montant suffisant. J'avais pris des pouvoirs en blanc parce que je m'étais viandé la fois d'avant. Et là, il n'y avait personne. Donc c'était vraiment l'exception, le truc qui n'arrive jamais. Il a pas compris. Il était en train de discuter avec notre avocat. Je lui dis on y va. Il dit, on y va quoi? On entend le chrono. Tuc, tuc, tuc. Bah, je lui dis on va sur ce bien-là. Il me dit mais c'était pas prévu. Non. Le temps qu'il réagisse, heureusement, Il a on a capté. pu faire les choses à temps. Et je l'ai acheté à un prix massacré. Massacré. Waouh. Ouais, super anecdote. Euh, Bon, ben, trop bien. Et après, bon, peut-être dernière question pour les gens qui nous écoutent surtout. Si tu avais un conseil à donner pour des gens qui voudraient commencer, du coup, peut-être faire leur premier achat aux enchères, Mhm. si tu avais un conseil à donner. Un conseil très simple, allez faire un paquet d'audience comme ça dans le vide, juste pour observer et noter. Et soyez très curieux, très observateur, et juste allez-y et comprenez comment ça se passe. Après, il y a des gens comme moi qui peuvent vous former, bien sûr, vous pouvez aller plus vite, mais vous pouvez également vous-même comprendre comment ça se passe, hein, parce que chaque tribunal a ses spécificités, hein, d'accord? Dans chaque tribunal, il y a des marchands de biens avec des budgets différents, etc. Donc allez sur place, comprenez comment ça se passe. Surtout, n'écoutez pas tout ce qu'on va vous dire, Mm. mais Ouais, allez-y. alors, on l'a En bien fait, le compris. mieux, c'est d'être immergé. Au début, c'est très impressionnant, les enchères, parce que c'est quand même une audience, hein, avec un juge, avec des assesseurs. Mais plus on comprend comment ça se passe, et moins c'est impressionnant, et plus ça devient accessible. Voilà. Mon Ouais. meilleur conseil, c'est allez-y. Allez voir comment Ok, ça se ouais. passe. En plus, c'est gratuit, hein, donc c'est juste prendre Ah, un peu de temps, exactement, peut-être une fois par mois, aller voir comment ça se passe, essayer de comprendre, bien sûr. de voir Mais les avec marchands de biens, l'esprit les de curiosité, particuliers. hein. Pas juste Ouais. regarder un petit peu qui parle. Ouais, bien sûr, en Notez. essayant de comprendre, comme tu dis. Ouais, bien Ouais, ouais, sûr. c'est noté. Moi, je me suis fait mes petits calculs, j'ai fait mon petit truc, vraiment avoir une démarche Ouais, proactive. Hein. professionnel. Ouais. Exactement, une démarche professionnelle. Et les gens qui ont une démarche professionnelle, je peux vous garantir que tous ceux qui ont une démarche professionnelle, vous allez acheter aux enchères. C'est certain. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ça va pas se faire du premier coup, et il va falloir bûcher. Mais comme dans Ouais. toute discipline, si vous bûchez, si vous êtes sérieux, aux enchères, vous allez gagner, c'est certain.
Bon, mais trop top. cool. Et ouais, justement, tu parlais que avec toi, on peut aller plus vite. Tu accompagnes justement les personnes à investir et à passer l'action via la vente aux enchères, l'acquisition aux Exactement, enchères. exactement. En fait, vu que j'ai fait quelques séminaires dessus, bah, j'ai eu des demandes et puis je me suis dit, bon, bah, on va faire quelques vidéos pour mettre un peu tout ça en forme. Et effectivement, j'ai une formation où j'accompagne également les gens sur leurs premières opérations. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça. C'est-à-dire que les gens, plutôt que de leur dire, vas-y, vas-y, forme-toi, t'as appris la théorie, ok, vas-y. Moi, j'aime bien les accompagner sur les premières opérations, que ce soit en marchand de biens classique ou alors aux enchères notamment, bah, les accompagner, c'est-à-dire sur les premières opérations, leur dire attention à ça, attention à ceci. Tu sais que tu peux faire cela ou tu peux pas faire cela. Voilà. C'est donner des trucs au fur et à mesure qui permettent de baliser un peu le chemin et de ne pas se faire Ouais, avoir et carrément. de comprendre les règles qui ne sont pas écrites. Parce qu'il y a beaucoup de règles qui ne sont pas écrites aux enchères. Ah Ok. oui, ça c'est sûr, ça s'apprend sur le terrain après. Ça. Ou par le biais d'autres marchands de biens. Ouais, qui peuvent transmettre l'expérience, c'est clair. C'est ça. Et si on veut te retrouver, t'écrire ou te retrouver tout Échanger simplement, avec toi. où est-ce que c'est? Est-ce que tu as des réseaux sociaux sur lesquels tu es actif? Ouais, moi j'utilise pas mal Instagram. Et mon compte c'est David Combe. David Combe. Ok, Et je publie tous les jours, et notamment sur les biens, sur les projets qui sont en cours. C'est pour ça que les gens qui me suivent depuis des années, ils ont pu voir plein de projets dans différents domaines. Parce que là, que ce soit ouais, et les puis là, 9 villas à depuis. construire, que ce soit les 30 villas à rénover, les immeubles, les trucs, on montre ce qu'on fait. Ça, Ouais, c'est ça, et j'allais dire, c'est- du coup, c'est- c'est plus ludique, on va dire. depuis un an à peu près, du coup, on voit pas mal de Thaïlande quand même. Donc, le, le- C'est le ça, Instagram c'est fait ça. plaisir, quoi. Et vous en verrez de plus en plus, j'espère. Et un dernier conseil pour les gens qui veulent me suivre sur Instagram, par exemple. Les opérations qu'on fait en Thaïlande, elles sont de la même nature que ce qu'on peut faire en France. C'est-à-dire que quand on donne de la valeur à un bien immobilier pour le revendre, que ce soit en Thaïlande ou en France, c'est la même chose. Donc le fait de nous suivre en Thaïlande sur nos opérations, vous allez apprendre beaucoup sur les opérations à faire en France. C'est la même chose, c'est le même principe. Trop bien. Ouais, donc pas mal de contenu, d'infos et de valeurs à aller voir chez David. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son compte Instagram. Et voilà, bah, en tout cas, merci beaucoup David pour cet épisode. Ouais, Merci à vous. merci beaucoup pour Merci à cet vous. échange. On voit que tu as, la passion de l'immobilier, donc ça fait plaisir. J'espère qu'on te retrouvera sur un autre épisode. Ouais, où on parlera plus de la Thaïlande, je Ouais, pense. investissement Ça en marche. Thaïlande parce que ça a l'air incroyable. Et puis tu as une belle vision aussi de l'investissement en Thaïlande. Donc voilà, ce serait cool de partager et de pouvoir échanger sur tout ça. Ça marche, avec grand plaisir. Grand plaisir. Super. Bah, merci beaucoup David. À Merci très vite. beaucoup. À très À vite. bientôt, à la prochaine. Ciao. Ciao. À toutes. Ciao.